Avez-vous déjà ressenti cette sensation vertigineuse où le sol semble littéralement se dérober sous vos pieds? Ce moment précis où tout ce que vous pensiez être vrai, solide, éternel, se brise en 1 million de fragments irrécupérables. Nous traversons tous, à un moment ou à un autre de notre existence, une nuit noire de l'âme. Mais ce que vous devez vous rappeler, c'est que la chaleur écrasante des flammes ne fait pas que détruire. C'est aussi elle qui forge l'acier le plus résistant. Pour Élise, cette nuit noire n'est pas survenue dans le silence d'une chambre vide, mais sous les néons aveuglants et stériles de la chambre 412 de la maternité de l'hôpital Saint-Joseph. L'air y était lourd, saturé d'une odeur antiseptique d'alcool et de drap propre qui lui donnait la nausée. Chaque inspiration était une bataille. Le moniteur cardiaque, près de sa tête, émettait un bip régulier, lancinant, un métronome cruel qui mesurait le temps qui la séparait de la naissance de son enfant, et du moment où son cœur à elle allait cesser de battre au rythme de l'amour. Élise serra les doigts sur les barrières métalliques du lit d'hôpital, les jointures blanchies par l'effort et la douleur fulgurante d'une nouvelle contraction qui irradiait le bas de son dos. Ses cheveux, autrefois une cascade de boucles soyeuses qu'Alexandre adorait caresser, étaient maintenant collés à son front par une sueur froide. Elle tourna la tête vers la porte fermée. Ses yeux, rougis par l'épuisement et les larmes retenues, fixaient la poignée en acier inoxydable avec une intensité désespérée. Il allait venir. Il le fallait. Alexandre lui avait promis, 6 mois plus tôt, alors qu'ils peignaient ensemble la chambre du bébé dans une douce teinte de jaune pastel, qu'il ne lâcherait pas sa main une seule seconde. « Je serai ton encre, mon amour », avait-il murmuré, le visage enfoui dans le creux de son cou. La poignée de la porte s'abaissa dans un déclic métallique. Élise sentit son souffle se bloquer. Un faible sourire, tremblant et fragile, étira ses lèvres gercées. « Alex !» murmura-t-elle, la voix brisée par la fatigue. Mais ce ne fut pas la carrure rassurante de son mari qui emplit l'encadrement de la porte. L'homme qui s'avança dans la chambre stérile portait un costume sur mesure d'un gris anthracite impeccable, une cravate de soie sombre et tenait une mallette en cuir noir avec la rigidité d'un bourreau s'approchant de l'échafaud. C'était Maître Morand, l'avocat personnel de la famille Laurent, l'avocat de la mère d'Alexandre. L'air sembla subitement quitter les poumons d'Élise. Le froid envahit ses membres, remplaçant la fièvre du travail par une terreur glaciale, insidieuse, qui rampait le long de sa colonne vertébrale. L'avocat s'arrêta au pied du lit. Son visage, taillé à la serpe, ne trahissait aucune émotion, aucune pitié face à la femme vulnérable et en souffrance qui se trouvait devant lui. Il ne regarda ni l'équipement médical, ni les infirmières qui s'activaient discrètement en toile de fond. Son regard se posa sur Élise, avec la même froideur qu'il aurait accordée à une ligne de chiffres rouges sur un bilan comptable. « Madame !» commença-t-il, sa voix grave résonnant étrangement dans le silence clinique de la pièce. Il ne dit pas « Madame Laurent », juste « Madame ». C'était un détail infime, mais pour l'esprit acéré d'Élise, c'était un coup de poignard en plein cœur. Il ouvrit sa mallette avec un cliquetis sec, en tira une chemise cartonnée épaisse et s'approcha du bord du lit. Avec des gestes mécaniques, presque chorégraphiés, il posa un lourd document de plusieurs dizaines de pages sur la tablette amovible qu'il fit pivoter au-dessus des genoux d'Élise. « Monsieur Alexandre Laurent m'a chargé de vous remettre ceci », poursuivit Maître Morand, tirant un stylo-plume en or de la poche intérieure de son veston. Ce sont les papiers officiels de la requête en divorce. Vous y trouverez également un accord de renonciation à toute réclamation financière sur le patrimoine de la famille Laurent. Monsieur Laurent exige une signature immédiate. Le monde d'Élise bascula dans un silence assourdissant. Le bip du moniteur semblait provenir d'une autre dimension. Les murs de la chambre vacillèrent. « Pardon »
Le mot franchit ses lèvres, dans un souffle imperceptible. Ce devait être une erreur, une plaisanterie cruelle, une manipulation de sa belle-mère. « Où est Alexandre? Il faut que je lui parle. Je vais accoucher d'une minute à l'autre. »« Monsieur Laurent est indisponible, madame, et il n'a aucun désir de s'entretenir avec vous, » répondit l'avocat sans ciller, posant le stylo-plume sur les documents. « Il a été très clair. Vos affaires personnelles ont déjà été retirées de la résidence familiale et transférées dans un garde-meuble dont voici la clé. » Il déposa une petite clé métallique à côté du stylo. Le bruit du métal contre la surface en plastique résonna comme la fermeture d'une cellule de prison. Une nouvelle contraction, plus violente que les précédentes, déchira le ventre d'Élise. Elle poussa un cri étouffé, se pliant en deux, autant que son corps le lui permettait, les mains agrippées au drap froissé. À travers le voile de douleur physique, la douleur de l'âme était infiniment plus vaste, dévorante. Elle baissa les yeux vers le document. Là, au bas de la dernière page, tracée d'une main ferme, se trouvait la signature d'Alexandre. Son écriture familière, audacieuse, celle-là même qui avait rédigé des dizaines de mots d'amour qu'elle gardait précieusement dans une boîte en fer blanc. Il l'avait signée. Il l'abandonnait. Ici. Maintenant. Au moment le plus vulnérable de son existence. Pourquoi? La question tournait en boucle dans son esprit affolé. Que s'était-il passé pendant les 3 dernières semaines où il s'était mystérieusement éloigné pour un soi-disant voyage d'affaires critique à l'étranger? Les appels sans réponse, les messages laconiques. Elle avait mis cela sur le compte du stress de l'entreprise. Jamais elle n'aurait imaginé cette trahison absolue. « Signez, s'il vous plaît, madame. Je ne peux pas quitter cette chambre sans ce document paraphé. » insista la voix implacable de Maître Morand. Élise voulut hurler, supplier, jeter les papiers au visage de cet homme de loi. Mais une autre force s'empara d'elle, au plus profond de son être brisé, là où résidait encore une étincelle de sa dignité fondamentale. Quelque chose se figea. Une lèvre mordue jusqu'au sang, elle regarda l'avocat dans les yeux. Il n'y avait plus de supplication dans son regard, seulement le reflet d'un incendie qui venait de tout ravager pour ne laisser que des cendres froides. Ses doigts tremblants saisirent le lourd stylo en or. Il lui parut peser une tonne. Alors qu'une larme solitaire et silencieuse glissait sur sa joue pâle pour s'écraser sur le papier immaculé, diluant légèrement l'encre bleue d'une clause juridique, elle apposa sa propre signature. Rapide, tremblante, définitive. L'avocat retira vivement le document, comme s'il craignait qu'elle ne change d'avis, ferma sa mallette d'un geste sec et tourna les talons sans un mot de réconfort. La porte se referma sur lui, engloutissant avec lui la dernière trace de la vie qu'elle avait connue. Quelques heures plus tard, dans l'épuisement le plus total, le silence de la chambre fut brisé par le cri puissant et plein de vie d'un nouveau-né. Lorsqu'on déposa le petit corps chaud et frêle sur la poitrine d'Élise, ses larmes coulèrent de nouveau. Mais cette fois-ci, l'amertume s'était muée en une détermination farouche. Elle regarda ce petit visage froissé, ces minuscules doigts qui s'agrippaient instinctivement à sa chemise d'hôpital. Il avait de fins cheveux bruns, les cheveux d'Alexandre. « Léo, » murmura-t-elle, la gorge nouée. « Tu t'appelleras Léo. » Elle pressa ses lèvres contre le front de son fils, sentant l'odeur sucrée et unique de la vie nouvelle. À cet instant précis, la femme naïve et amoureuse qu'elle avait été mourut définitivement. En tenant la seule chose qui lui restait au monde, Élise fit un serment silencieux à l'univers. Elle jura de bâtir une forteresse autour de cet enfant. Elle jura que plus jamais personne, pas même la puissante famille Laurent, ne pourrait l'humilier ou la briser. Elle ne serait plus jamais une victime. Parfois, nous devons tout perdre pour découvrir la véritable étendue de notre force.
C'est dans le vide absolu que se construisent les fondations les plus inébranlables. 10 ans. 10 années de saisons qui s'enchaînent, de calendriers que l'on remplace, de souvenirs que l'on enfouit sous des couches de réalité exigeantes. 10 ans, c'est suffisant pour qu'une blessure se referme, mais la cicatrice, elle, reste. Elle se durcit, elle devient une armure. Pour comprendre la métamorphose d'Élise, il faut se souvenir de la fille qu'elle était avant la chute. Une étudiante en architecture brillante, mais sans le sou, travaillant de nuit dans une brasserie parisienne pour payer ses maquettes et ses livres. Elle était lumineuse, pleine de rires et de rêves, croyant en la bonté inhérente des gens. C'est dans cette brasserie, par un soir de pluie battante, qu'Alexandre était entré. Il n'était pas encore le PDG glacial de l'Empire Laurent. Il n'était qu'un jeune héritier fuyant la pression écrasante de son nom, cherchant un moment de répit devant un café tiède. Leur amour avait été une collision inévitable. Alexandre, fasciné par la simplicité et la vérité d'Élise. Élise, désarmée par la vulnérabilité que ce prince charmant des temps modernes cachait derrière ses costumes coûteux. Il s'était aimé avec la passion désordonnée et absolue de la jeunesse. Mais s'était compté sans l'ombre imposante de Madame Laurent, la matriarche. Dès le premier dîner formel, Élise avait senti le souffle glacé de cette femme redoutable. Le regard de sa belle-mère l'avait scanné de la tête aux pieds, évaluant non pas l'âme de la jeune femme, mais la valeur de son nom de jeune fille, le code postal de son enfance. Pour Madame Laurent, Élise n'était pas une personne. Elle était une infection dans le sang pur de sa lignée, un calcul mathématique erroné qu'il fallait éliminer. Les remarques acides déguisées en conseils mondains, les dîners d'affaires où Élise était ostensiblement mise à l'écart, les regards entendus. La toile d'araignée s'était tissée lentement, étouffant peu à peu la lumière de leur mariage, isolant Élise jusqu'à ce que la solitude devienne son seul compagnon lors des longues nuits où Alexandre, manipulé par les urgences fabriquées de sa mère, désertait le foyer. Ce passé n'était plus qu'un écho lointain. Aujourd'hui, l'air ne sentait plus l'antiseptique de l'hôpital, mais le parfum subtil du cuir neuf, du chêne poli et de l'espresso tout juste coulé. Élise se tenait debout devant l'immense baie vitrée de son bureau, au 80e étage d'un gratte-ciel londonien. La ville s'étendait sous ses pieds, un océan de lumière scintillante et de pluie fine. Elle n'était plus l'étudiante aux cheveux en bataille, ni la jeune mère effrayée de la chambre 412. Son reflet dans la vitre lui renvoyait l'image d'une femme à l'élégance redoutable. Ses cheveux étaient maintenant coupés en un carré asymétrique, tranchant, encadrant un visage dont la douceur avait été remplacée par des angles de détermination pure. Elle portait un tailleur-pantalon d'un blanc immaculé, symbole de contrôle absolu. Dans les cercles financiers fermés de la City et de Wall Street, on chuchotait son nom avec un mélange de respect et de crainte. Elle était la tête pensante, le fantôme redoutable derrière LV Holdings. LV pour les initiales de son fils, Léo, et Victoire, parti de rien, avec seulement l'indemnité misérable de son ancienne vie de serveuse et une intelligence financière hors du commun, aiguisée au fil des nuits blanches à étudier les marchés pendant que Léo dormait. Elle avait bâti un empire. Elle avait faim. Faim de sécurité. Faim de pouvoir. Faim de ne plus jamais dépendre de quiconque. L'armure qu'elle avait forgée autour de son cœur était réputée impénétrable. Derrière elle, la lourde porte en acajou s'ouvrit discrètement. Son assistant, David, un jeune homme aux lunettes strictes et au maintien irréprochable, s'avança en tenant un dossier rouge bordeaux, la couleur réservée aux acquisitions urgentes et confidentielles. « Madame, les derniers rapports sont arrivés », annonça-t-il, la voix mesurée. Il posa le dossier au centre de l'immense bureau en verre dépoli. Comme vous l'aviez anticipé, l'effondrement est imminent. Les créanciers menacent de saisir les actifs d'ici la fin de la semaine.
La direction est aux abois. Il cherche désespérément un chevalier blanc. Élise se détourna lentement de la fenêtre. Le bruit de ses talons aiguilles sur le parquet massif résonna comme un compte à rebours. Elle s'approcha du bureau et regarda le dossier sans y toucher immédiatement. Sur la couverture, imprimé en lettres d'or ternies, figurait le logo de l'entreprise cible, Laurent Entreprises. L'Empire d'Alexandre. Le fleuron de la famille qu'il avait rejeté comme une erreur comptable, aujourd'hui au bord du précipice de la faillite, ruiné par des années de mauvaise gestion depuis le retrait soudain de Madame Laurent suite à de graves problèmes de santé. Une étrange sensation lui serra la gorge. Ce n'était pas de la joie. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la vengeance n'apporte jamais la satisfaction escomptée. Elle a souvent le goût métallique des cendres. Ce qu'elle ressentait, c'était la boucle du destin qui se refermait. Elle ouvrit le dossier. La première page contenait une photographie récente du conseil d'administration. Son regard fut irrémédiablement attiré par un seul visage. Alexandre. Il avait vieilli. Les 10 années écoulées semblaient peser sur ses épaules d'une lourdeur infinie. Ses tempes étaient grisonnantes, un détail précoce pour un homme de son âge. Mais c'était surtout son regard qui frappa Élise. Ses yeux sombres, autrefois pétillants d'une arrogance charmante et d'une passion dévorante, étaient aujourd'hui d'une tristesse insondable, éteints, comme si une partie de son âme avait été arrachée. Élise effleura l'image du bout de l'index, un geste involontaire qu'elle réprima aussitôt, retirant sa main vivement, comme brûlée. Pourquoi avait-il cet air de martyr? C'était lui qui l'avait abandonné, n'est-ce pas? Il avait choisi le nom et l'argent au détriment de sa femme et de son enfant à naître. Il ne méritait aucune pitié. La valorisation a chuté de 40% en un mois, continuait David, rompant le silence lourd qui s'était installé. Leur offre d'achat est dérisoire par rapport à ce que cela valait il y a 10 ans, mais pour eux, c'est une question de survie. Si LV Holdings injecte le capital demandé aujourd'hui, nous détiendrons la majorité absolue des parts votantes. Vous serez, techniquement, la propriétaire de l'Empire Laurent. Élise ferma les yeux une fraction de seconde, prenant une inspiration lente et contrôlée. L'ironie de la situation était presque poétique. Elle, la fille sans le sou, la bru indésirable, allait racheter la couronne de ceux qui l'avaient exilée. Elle ne faisait pas cela par cruauté. Les actifs technologiques de l'entreprise Laurent s'intégraient parfaitement dans la stratégie de diversification de LV Holdings. C'était une décision purement mathématique, rationnelle, clinique. Du moins, c'est le mensonge qu'elle se répétait inlassablement dans le miroir depuis des semaines, depuis qu'elle avait commencé à orchestrer cette acquisition dans le plus grand des secrets, agissant toujours par le biais d'avocats intermédiaires. « Avez-vous le contrat final ?» demanda-t-elle d'une voix neutre, dénuée de toute émotion apparente. David sortit un lourd document du dossier, l'ouvrant à la dernière page, et lui tendit un élégant stylo noir. Élise baissa les yeux, l'acte de signer un papier. Le parallèle avec cette journée d'orage à l'hôpital la frappa avec la violence d'un ressac. 10 ans plus tôt, une signature lui avait tout enlevé, la réduisant à néant. Aujourd'hui, une autre signature allait lui donner le pouvoir absolu sur l'homme qui l'avait détruite. Ses doigts se refermèrent sur le stylo. Il ne tremblait pas. Pas cette fois. Avec une calligraphie nette, précise et imposante, elle signa le document de rachat. « Félicitations, madame », murmura David en reprenant le contrat. « Dois-je informer le conseil de Laurent Entreprises de l'identité de leur nouvel actionnaire majoritaire ?»« Non », répondit Élise sèchement, redressant les épaules. L'heure n'était plus aux ombres et aux intermédiaires. « Préparez mon jet privé. Nous partons pour Paris ce soir. Je compte assister personnellement à l'Assemblée générale extraordinaire de demain matin. » David hocha la tête, masquant sa surprise face à cette décision inhabituelle,
d'une femme qui fuyait la lumière publique comme la peste. « Bien, madame. L'assemblée a lieu au siège historique, avenue Hoche. »« Je sais où c'est, David, » murmura-t-elle doucement, presque pour elle-même. Une fois seule, Élise retourna s'asseoir derrière son bureau. Le silence de la pièce semblait lourd de mots non dits, de questions restées sans réponse depuis une décennie. Elle tira doucement le tiroir le plus bas de son caisson sécurisé. À l'intérieur, loin des bilans financiers et des contrats d'affaires, se trouvait une petite boîte en velours bleu. Elle l'ouvrit. À l'intérieur reposait une simple alliance en or blanc, ternie par le temps et l'oubli. À côté, une photo de Léo, soufflant les bougies de son 10e anniversaire la semaine précédente. Léo, avec son sourire éclatant, ses cheveux bruns en bataille, et ses yeux sombres, intenses, les yeux de son père. Élise passa doucement le pouce sur le visage photographié de son fils. Son cœur se serra douloureusement dans sa poitrine. Le retour à Paris n'était pas seulement une transaction financière, c'était un retour sur la scène de l'accident, là où son âme s'était fracturée. Pendant 10 ans, elle avait fui son passé avec la force de l'instinct de survie. Mais on ne guérit jamais vraiment de ce qu'on refuse d'affronter. Le fantôme de la chambre 412, le regard froid de l'avocat, le silence d'Alexandre. Tout cela bouillonnait juste sous la surface de son armure de glace. Demain, elle franchirait les portes de l'immeuble Laurent. Demain, elle s'assiérait à la place du pouvoir. Demain, elle croiserait de nouveau le regard de l'homme qu'elle avait aimé à en mourir et qu'elle avait appris à haïr pour survivre. Une tempête se levait à l'horizon de sa vie soigneusement contrôlée. Elle prit une profonde inspiration, tentant de calmer le battement frénétique de son pouls contre ses tempes. Elle était prête pour la guerre. Mais alors qu'elle refermait le tiroir sur la photo de l'enfant qui les liait à jamais, une question vertigineuse s'insinua dans son esprit, la faisant frissonner. Était-elle prête à affronter son propre cœur? Paris pleurait. De lourdes gouttes de pluie s'écrasaient contre les immenses vitres teintées de la berline noire qui fendaient la circulation matinale. À l'arrière, Élise regardait la ville défiler. Cette ville qui avait été le théâtre de ses plus grands bonheurs et de son anéantissement absolu. Le ciel était d'un gris de plomb, lourd et oppressant, reflétant avec une précision troublante la tempête silencieuse qui faisait rage dans sa poitrine. L'avenue Hoche se dessina enfin à travers le pare-brise balayé par les essuie-glaces. Le siège historique de Laurent Entreprises se dressait là, imposant, arrogant, un monolithe de verre et d'acier qui semblait défier le temps. Mais Élise savait que derrière cette façade majestueuse, les fondations étaient pourries, rongées par les dettes et la mauvaise gestion. Le chauffeur immobilisa le véhicule devant l'entrée principale. Le jeune assistant, David, ouvrit prestement la portière, abritant Élise sous un large parapluie noir. Elle sortit. L'air humide de Paris fouetta son visage, charriant des effluves de bitume mouillé et de café chaud provenant de la brasserie voisine. Un frisson, qu'elle refusa d'attribuer à autre chose qu'au froid automnal, parcourut son échine. Elle lissa d'un geste machinal la veste de son tailleur sombre, une armure taillée sur mesure par les meilleurs couturiers de Savile Row, et s'avança vers les portes à tambour. Ses talons aiguilles claquaient sur le parvis en marbre avec une régularité implacable. Clic, clac, clic, clac. Chaque pas était une décennie effacée. Chaque pas l'éloignait de la jeune femme brisée de la chambre 412 pour la rapprocher de l'entité redoutable qu'elle était devenue. Le hall d'accueil, autrefois grouillant d'une activité frénétique, baignait dans une atmosphère crépusculaire. L'anxiété était palpable, suspendue dans l'air comme un brouillard toxique. Les employés murmuraient entre eux, jetant des regards inquiets vers les ascenseurs privés de la direction. Tous savaient que ce matin se jouait la survie de leur emploi. Ils attendaient le bourreau ou le sauveur,
ignorant que les deux portaient le même visage. Élise traversa le hall sans un regard pour les hôtesses figées derrière leur comptoir en acajou. Les portes de l'ascenseur privé, réservé aux membres du conseil d'administration, s'ouvrirent dans un silence feutré. Elle y pénétra, suivie de David, et appuya sur le bouton du dernier étage. L'ascension fut interminable. Les étages défilaient sur l'écran digital, égrenant le compte à rebours avant la collision inévitable. Élise ferma les yeux une seconde. Elle sentit le bout de ses doigts picoter. Elle se concentra sur sa respiration, visualisant un mur de glace, lisse, haut et incassable, s'érigeant autour de son cœur. Elle n'était plus Élise la rêveuse. Elle était L.V. Holdings. Elle était la froideur des chiffres, la rationalité des contrats, la justice implacable du marché. Le carillon de l'ascenseur retentit, doux et mélodieux, en contraste total avec la violence symbolique de l'instant. Les portes s'écartèrent, sur un vaste vestibule aux moquettes épaisses, étouffant le moindre bruit. L'odeur familière du cuir ancien, de la cire d'abeille et d'une tension nerveuse insoutenable flottait dans l'air. Devant elle se dressaient les doubles portes de la salle du conseil. Elles étaient sans fermer, massives. Derrière ces portes, un empire s'effondrait. Élise posa la main sur la poignée en laiton doré. Le métal était froid. D'une poussée ferme, elle ouvrit. Le silence qui s'abattit sur l'immense pièce fut instantané, lourd, presque suffocant. Une douzaine d'hommes et de femmes, vêtus de costumes stricts, étaient assis autour d'une longue table ovale en noyer. Leurs visages tirés, marqués par des nuits de négociations infructueuses et d'insomnie, se tournèrent d'un seul bloc vers l'intruse. Au bout de la table, à la place du président, une silhouette était courbée sur une pile de dossiers, le front soutenu par une main lasse. Élise entra. Ses talons résonnèrent sur le parquet que la moquette ne recouvrait pas à cet endroit. Le bruit, sec, autoritaire, fit relever la tête à l'homme au bout de la table. Le temps s'arrêta. Alexandre Laurent leva les yeux. La lumière blafarde du matin parisien, filtrant à travers les immenses baies vitrées, frappa son visage de plein fouet. Élise sentit l'air quitter ses poumons avec la violence d'un coup physique. Son armure de glace se fissura dans un craquement inaudible. Elle s'était préparée à affronter un monstre d'arrogance, l'homme froid et calculateur qui avait envoyé un avocat la détruire un jour de pluie. Elle s'était préparée à voir le mépris dans ses yeux, ou peut-être la fureur de voir son entreprise arrachée de ses mains. Elle n'était absolument pas préparée à voir un fantôme. Le stylo qu'Alexandre tenait glissa de ses doigts, engourdis, pour rouler sur le bois verni, dans un bruit mat. Ses yeux, d'un brun profond qui hantait les cauchemars d'Élise depuis 10 ans, s'agrandirent démesurément. Le choc le pétrifia. La couleur quitta brusquement ses joues, laissant son visage d'une pâleur cadavérique. Il entr'ouvrit les lèvres, mais aucun son ne franchit sa gorge nouée. Dans cet instant suspendu, le narrateur intérieur d'Élise enregistra chaque détail avec une acuité douloureuse. Il portait un costume bleu nuit, impeccablement taillé, mais qui semblait flotter légèrement sur ses épaules, comme s'il avait perdu du poids récemment. Ses cheveux, autrefois sombres et épais, étaient désormais striés de mèches argentées sur les tempes, témoignage silencieux d'années de tourments qu'elle ne s'expliquait pas. Mais ce qui lui perça l'âme, ce fut son regard. Il n'y avait aucune colère. Il n'y avait aucune arrogance. Il n'y avait qu'une douleur pure, brute, déchirante, mêlée à une incompréhension totale. Il la regardait comme s'il voyait une apparition, un mirage cruel surgi de son passé pour le tourmenter à son heure la plus sombre. Il la regardait, comme un homme qui porterait un deuil invisible et éternel. Pourquoi? La question hurla dans l'esprit d'Élise. Pourquoi as-tu cet air de martyr, Alexandre? C'est toi qui m'as jeté dehors.
C'est toi qui as signé ce morceau de papier maudit. » La confusion menaça de l'engloutir. La pièce se mit à vaciller légèrement. Mais l'instinct de survie, forgé dans la douleur et les cendres de sa jeunesse, reprit le dessus. Elle serra les poings, enfonçant ses ongles manucurés dans les paumes de ses mains, jusqu'à s'en faire mal. La douleur physique la ramena à la réalité, ancrant ses pieds tacs dans le sol. Le masque de marbre retomba sur son visage, lisse, impénétrable. « Messieurs, mesdames » déclara-t-elle, sa voix résonnant avec une clarté cristalline, dénuée de la moindre inflexion émotionnelle. « Je vous demande pardon pour cette intrusion non annoncée. » Elle s'avança lentement vers l'unique siège vide, situé à l'autre extrémité de la table, exactement face à Alexandre. David tira la lourde chaise en cuir pour elle. Elle s'assit avec une grâce mesurée, croisant ses mains devant elle. Le mouvement de ses doigts révéla un instant, et un instant seulement, une infime tension. Un murmure parcourut l'assemblée. Un des administrateurs les plus âgés, le visage rouge d'indignation, se leva à demi. « Madame, il s'agit d'une réunion privée du conseil d'administration. La sécurité va vous… » « Jeune homme » coupa Élise d'un ton sec sans même le regarder, fixant droit devant elle, droit dans les yeux hantés d'Alexandre. « Veuillez distribuer les documents. » David s'exécuta avec une efficacité redoutable, déposant devant chaque membre, et finalement devant Alexandre, une fine chemise noire. « Je suis Élise Vallier », reprit-elle, utilisant son nom de jeune fille, chaque syllabe tombant comme un couperet dans le silence de la pièce. « Je représente LV Holdings. Le virement de 45 millions d'euros a été validé il y a très exactement 14 minutes sur vos comptes bloqués, évitant ainsi la saisie de vos actifs par vos créanciers. » Le silence s'épaissit, si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Les administrateurs ouvrirent les dossiers d'une main tremblante. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. L'effondrement était évité, mais le prix était la reddition totale. Alexandre ne regarda pas le dossier. Il ne regardait qu'elle. Sa respiration était saccadée, sa poitrine se soulevant de manière irrégulière sous son gilet de costume. Il semblait lutter pour assimiler la réalité qui se déroulait sous ses yeux. La jeune fille, terrifiée qu'il avait perdue, cette fleur délicate qu'il avait juré de protéger et qui s'était évaporée dans la nature, était assise là, implacable, puissante, et elle venait d'acheter sa vie. Élise. Le prénom franchit ses lèvres dans un murmure brisé, un son rauque, éraillé, chargé de 10 ans d'absence. Le cœur d'Élise rata un battement au son de cette voix qui lui avait chuchoté des promesses d'éternité dans l'obscurité de leur chambre. Elle dut faire un effort surhumain pour ne pas détourner les yeux, pour ne pas laisser paraître le séisme qui la secouait de l'intérieur. « Madame Vallier, s'il vous plaît » corrigea-t-elle d'un ton glacial, ses yeux ne sillant pas. Le tutoiement, l'intimité, étaient des armes qu'elle refusait de lui céder. Alexandre encaissa le coup sans broncher. Ses épaules s'affaissèrent davantage, acceptant la punition verbale avec une résignation qui perturba profondément Élise. S'il l'avait haïe, s'il lui avait craché son mépris pour ce rachat hostile, elle aurait su comment réagir. Mais cette soumission, cette douleur sourde dans son regard, détruisait toutes ses certitudes. Comme stipulé dans le contrat de recapitalisation que vos avocats ont approuvé cette nuit en aveugle, continua Élise, balayant l'assemblée d'un regard d'acier. LV Holdings détient désormais 60% des parts votantes de Laurent Entreprises. Le conseil actuel est dissous avec effet immédiat. Je prends la présidence du directoire. Des protestations étouffées s'élevèrent. Des regards paniqués volèrent vers le bout de la table. « Alexandre, vous ne pouvez pas laisser faire ça !» s'exclama l'administrateur âgé, la voix chevrotante. « C'est l'héritage de votre famille. Madame Laurent ne l'aurait jamais permis. » À la mention de la mère d'Alexandre,
Un éclair de haine pure et froide traversa le regard d'Élise. Cette femme, cette ombre malveillante qui avait orchestré sa destruction. Savoir que Madame Laurent, aujourd'hui diminuée par un AVC et recluse dans un sanatorium suisse, perdait définitivement son joyau, était la seule douce satisfaction de cette journée. Alexandre leva lentement une main, intimant le silence à son collègue. Le geste était faible, mais l'autorité naturelle de l'homme était encore là, vacillante mais présente. Il ne quittait toujours pas Élise des yeux. Il cherchait quelque chose dans son regard dur. Une explication. Un vestige du passé. Mais les portes du cœur d'Élise étaient barricadées derrière des murs de titane. « C'est fait, Henri, » dit Alexandre, d'une voix fatiguée, une voix de cendre. Sans cette injection de capital, des milliers de personnes se retrouveraient au chômage demain matin. Nous n'avions pas le choix. Il baissa enfin les yeux vers la chemise noire devant lui. Avec des gestes lents, presque douloureux, il retira le capuchon de son stylo. Élise regarda cette scène avec une fascination morbide. C'était le miroir inversé de son pire cauchemar. Aujourd'hui, c'était lui qui était acculé, vulnérable, forcé d'apposer sa signature sur un document qui le dépouillait de son pouvoir. Mais la catharsis qu'elle espérait ne vint pas. Voir cet homme brisé ne lui apportait aucune paix, seulement une profonde et écrasante tristesse qu'elle s'acharnait à refouler. Alexandre signa les documents actant le transfert de pouvoir. Le grattement de la plume sur le papier épais résonna étrangement dans le silence religieux de la pièce. Lorsqu'il eut terminé, il referma le dossier et le repoussa lentement vers le centre de la table. Il releva la tête et l'espace d'une fraction de seconde, le masque du PDG tomba complètement. Élise vit l'homme derrière le costume. Un homme ravagé. « Je suppose, » commença-t-il, la voix étrangement douce, « que vous allez procéder à une restructuration immédiate. »« C'est exact, » répondit Élise, reprenant le contrôle de son intonation professionnelle. « Cependant, la transition nécessitera de la stabilité. Vous resterez en poste en tant que directeur général délégué, sous ma supervision directe, pendant une période probatoire de 6 mois. Vos connaissances opérationnelles me sont, pour l'instant, indispensables. » Elle lui imposait sa présence. Elle le forçait à travailler sous ses ordres, à subir son autorité chaque jour. C'était cruel, c'était vindicatif, et pourtant, une voix minuscule et terrifiée au fond d'elle-même savait que ce n'était pas la seule raison. Elle avait besoin de comprendre. Elle avait besoin de percer le mystère de ce regard meurtri. Alexandre laissa échapper un souffle qui ressemblait presque à un rire amer, un rire sans joie. « Bien sûr, comme vous le souhaitez, Madame Vallier. La réunion est levée. Je vous attends dans mon nouveau bureau, celui qui était autrefois le vôtre, à 14 heures pour définir les nouvelles lignes directrices. » Élise se leva avec fluidité. Elle ne jeta pas un regard en arrière alors qu'elle franchissait les doubles portes, laissant derrière elle une assemblée sous le choc, et un homme statufié au bout d'une table, l'âme en lambeaux. Une fois dans le couloir, hors de la vue de tous, Élise s'adossa contre le mur de marbre froid, fermant les yeux. Elle posa une main tremblante sur sa poitrine, là où son cœur battait à tout rompre, menaçant de briser ses côtes. Elle prit de longues inspirations, tentant de maîtriser le vertige qui s'emparait d'elle. Il ne l'avait pas attaquée. Il ne l'avait pas maudite. Il l'avait regardée comme on regarde l'amour de sa vie revenir d'entre les morts, pour découvrir qu'elle s'est transformée en un juge implacable. Pourquoi ce regard de chien battu? Pourquoi cette résignation? L'ombre du doute, glaciale et insidieuse, commença à s'infiltrer par les fissures de son armure. Et s'il y avait une pièce manquante à ce puzzle macabre? Non. Elle secoua la tête, chassant cette faiblesse. Les faits étaient là. La signature sur les papiers du divorce au bas du lit d'hôpital. La clé du garde-meuble. L'abandon absolu.
Elle ne devait jamais l'oublier. Le reste de la journée passa dans un flou de réunions techniques, de prises de contrôle de serveurs et d'audits express. Élise se jeta dans le travail avec l'énergie du désespoir, utilisant les chiffres comme bouclier contre les souvenirs qui menaçaient de la submerger. Lorsqu'Alexandre se présenta à 14 heures, l'interaction fut purement transactionnelle, glaciale. Il lui remit les codes d'accès, les dossiers confidentiels, répondit à ses questions avec une précision mécanique, mais sans jamais chercher à croiser son regard. C'était comme s'il avait refermé une porte blindée sur l'homme qu'elle avait vu le matin même. Il était devenu une coquille vide, un automate exécutant les ordres de son nouveau maître. Et cette docilité silencieuse était, d'une certaine manière, pire que la colère. La nuit était tombée sur Paris lorsqu'Élise quitta enfin l'immeuble. La pluie avait cessé, laissant la ville étincelante sous les lumières des réverbères. Elle regagna sa suite luxueuse à l'hôtel de Crillon. Le silence feutré de l'appartement privatif contrastait violemment avec le chaos émotionnel de sa journée. Elle laissa tomber son sac sur une chaise, retira ses talons qui lui meurtrissèrent les pieds et s'avança à pas de loup vers la chambre d'amis. La porte était entr'ouverte. La lumière douce d'une veilleuse éclairait la pièce d'une lueur chaude. Sur le vaste lit, enfoui sous une couette moelleuse, Léo dormait à poings fermés. Élise s'approcha en retenant son souffle. Elle s'assit sur le bord du matelas, observant le visage apaisé de son fils. Ses longs cils bruns reposaient sur ses joues douces. Sa petite main était fermée sur un coin de l'oreiller. Il était la pureté incarnée, la seule chose belle et vraie qui soit née de la tragédie de son passé. Soudain, Léo bougea. Ses paupières papillonnèrent, s'ouvrant avec difficulté sur ses grands yeux sombres, si terriblement familiers. Il la vit, et un petit sourire ensommeillé étira ses lèvres. « Maman » murmura-t-il, la voix pâteuse. « Je suis là, mon chéri. Rendors-toi » chuchota Élise, passant tendrement la main dans les cheveux en bataille de son fils. Léo se frotta les yeux, émergeant lentement du sommeil. « On est à Paris, c'est vrai ?»« Oui, on y est. Pour quelque temps. » Le petit garçon resta silencieux un moment, son regard fixant un point invisible sur la couverture. L'innocence de l'enfance cache souvent une intuition redoutable, une capacité à lire entre les lignes que les adultes tentent désespérément d'effacer. « Maman » commença Léo, la voix soudainement plus claire, teintée d'une hésitation qui serra le cœur d'Élise. « Tu as dit que mon papa vivait à Paris. » Élise sentit l'air se figer dans la pièce. Sa main s'arrêta au milieu des cheveux de Léo. Elle n'avait jamais menti à son fils sur l'existence d'Alexandre, mais elle avait soigneusement édulcoré la vérité, lui racontant qu'ils s'étaient simplement séparés avant sa naissance, parce qu'ils ne s'entendaient plus, sans jamais entrer dans les détails sordides de l'abandon. « Oui, mon ange, il vit ici. » Léo tourna la tête pour plonger son regard dans celui de sa mère. Les yeux d'Alexandre la scrutaient à travers le visage de son enfant. La ressemblance était frappante, bouleversante. « Est-ce qu'il sait qu'on est là ?» demanda l'enfant, sa voix empreinte d'une curiosité pure, sans jugement, sans ressentiment. Juste la question simple d'un petit garçon qui se demande si l'autre moitié de lui-même connaît son existence. La question la frappa comme un coup de poignard. Une douleur sourde irradia dans sa poitrine. Elle regarda ce visage innocent, ce petit être qui portait la moitié des gènes de l'homme qu'elle venait de mettre à genoux quelques heures plus tôt. Que devait-elle répondre? Non, il ne sait pas, parce que je me cache derrière une société écran pour racheter sa vie sans qu'il sache qu'il a un fils de 10 ans. Une larme solitaire, chaude et brûlante, s'échappa du coin de l'œil d'Élise pour glisser sur sa joue. Elle se dépêcha de l'essuyer du revers de la main, ravalant le sanglot qui menaçait de l'étouffer. « Non, Léo, » murmura-t-elle, la voix étranglée. « Il ne sait pas. Est-ce qu'on va le voir ?» Le silence qui suivit
fut l'un des plus lourds de l'existence d'Élise. La certitude implacable qui l'avait guidée jusqu'à la salle du conseil d'administration ce matin-là commençait à s'effriter, tel du sable entre ses doigts. En cherchant à reprendre le contrôle de son passé, en se vengeant de l'entreprise qui l'avait rejetée, n'avait-elle pas ramené le danger au pas de sa porte? Avait-elle eu le droit d'imposer ce chant de mines émotionnelles à son fils? Elle se pencha et déposa un baiser tremblant sur le front chaud de Léo. « Dors, mon amour. Maman gère la situation. Je te protégerai toujours. Toujours. » Léo, rassuré par la promesse maternelle, ferma les yeux et retourna rapidement dans les limbes du sommeil, sa respiration redevenant régulière et paisible. Élise resta assise là, dans la pénombre pendant de longues minutes. Le doute s'insinuait dans son esprit, une brume toxique remettant en question 10 ans de certitude. L'image d'Alexandre dans la salle de réunion, son regard brisé, sa voix éraillée prononçant son prénom. Tout se heurtait à la réalité du contrat de divorce glissé sous son nez ensanglanté un jour d'orage. Elle se leva doucement, sortit de la chambre et ferma la porte derrière elle. Dans le salon désert, elle sortit son téléphone de son sac. Elle ouvrit la galerie photo, naviguant vers le dossier caché qu'elle s'était promis de supprimer 1000 fois sans jamais y parvenir. C'était une vieille photo, numérique, mal cadrée. Alexandre et elle, sur un pont de Paris, trempés par une averse estivale, riant aux éclats. Alexandre la regardait avec une adoration si totale, si sincère, qu'il était physiquement douloureux de la regarder aujourd'hui. Élise passa le pouce sur l'écran, effleurant le visage numérisé de l'homme qu'elle avait tant aimé. Elle l'avait revu. Il était à sa merci. Mais alors que la ville endormie s'étendait à ses pieds, l'architecte froide et calculatrice qu'elle était devenue réalisa avec effroi une vérité terrifiante. Le passé ne se laisse jamais racheter aussi facilement. Et les fantômes que l'on croit avoir enfermés à double tour finissent toujours, inévitablement, par exiger leur dû. Avez-vous remarqué comment le corps possède sa propre mémoire, totalement indépendante de notre volonté? Vous pouvez dicter à votre esprit d'oublier. Vous pouvez ériger des forteresses de logique et de rancœur, mais il suffit d'une note de musique, d'un reflet dans une vitrine, ou de l'effluve d'un parfum oublié pour que toutes vos barrières s'effondrent en un quart de seconde. L'esprit est un stratège. Le corps, lui, est un livre ouvert qui refuse de mentir. Pour Élise, cette vérité allait se manifester de la manière la plus cruelle qui soit. Une semaine s'était écoulée depuis la prise de contrôle glaciale dans la salle du conseil. Une semaine de réunions interminables, de restructurations implacables et de cohabitations forcées. Élise avait exigé qu'Alexandre travaille dans le bureau adjacent au sien. Une simple porte communicante en verre dépolie les séparant. Elle se disait que c'était pour le surveiller, pour s'assurer qu'il ne saboterait pas la transition. Mais au fond d'elle-même, dans ce recoin sombre qu'elle refusait d'explorer, elle savait que c'était une forme de torture qu'elle s'infligeait à elle-même. Il était 23 heures passées ce jeudi-là. Le bâtiment de Laurent Entreprises était désert, plongé dans un silence cathédral que seul le bourdonnement sourd de la climatisation venait troubler. Dehors, une pluie fine et obstinée lavait les trottoirs parisiens. Élise était penchée sur un tableau d'amortissement complexe, les yeux brûlants de fatigue. La lumière crue de sa lampe de bureau découpait les traits de son visage, accusant les cernes sous ses yeux. La porte communicante s'ouvrit sans un bruit. Elle n'eut pas besoin de lever les yeux pour savoir que c'était lui. L'air de la pièce changea imperceptiblement. Et puis, il y eut cette odeur. Un mélange subtil de bois de santal, de vétiver et de pluie fraîche. Le parfum d'Alexandre. Le même qu'il portait le soir où ils s'étaient rencontrés. Le cerveau reptilien d'Élise envoya une décharge électrique le long de sa colonne vertébrale.
Ses doigts se figèrent sur le clavier de son ordinateur. « Les audits des filiales asiatiques sont terminés », murmura la voix grave d'Alexandre. Il s'avança jusqu'à son bureau. Elle l'observa du coin de l'œil. Il avait ôté sa veste de costume, ses manches de chemise étaient retroussées sur ses avant-bras et sa cravate était dénouée, pendante. Il avait l'air épuisé, vulnérable. L'armure du PDG avait disparu pour laisser place à l'homme qu'elle avait connu, l'homme qui travaillait tard dans leur petit appartement sous les toits. Il posa le lourd dossier sur le bord du bureau en verre. Au même instant, Élise tendit la main pour s'en saisir. Leurs doigts se frôlèrent. Ce n'était qu'un contact éphémère, la chaleur d'une peau contre une autre pendant une fraction de seconde. Mais l'impact fut celui d'une collision frontale. Élise retira sa main vivement, comme si le papier était incandescent. Son souffle se bloqua dans sa gorge. Alexandre s'immobilisa. Il ne retira pas sa main du dossier. Lentement, il releva les yeux vers elle. La distance qui les séparait n'était que d'1 mètre, mais elle contenait un océan de non-dits, de souffrances et de secrets. Dans la pénombre du bureau, sous la lumière tamisée de la lampe, le masque d'Élise menaçait de se fissurer. Elle s'efforça de durcir son regard, de convoquer l'image de l'avocat dans la chambre d'hôpital, mais la douleur palpable dans les yeux d'Alexandre brouillait ses défenses. « Tu as toujours cette petite ride qui se creuse entre tes sourcils quand tu es fatigué, » murmura-t-il, la voix si basse qu'elle crut d'abord l'avoir imaginée. C'était la première fois depuis son retour qu'il franchissait la ligne rouge. La première fois qu'il abandonnait le vouvoiement de rigueur, l'hypocrisie de la relation professionnelle. Élise sentit son cœur cogner contre ses côtes avec une violence inouïe. « Je vous interdis » commença-t-elle, cherchant un ton autoritaire qui sonna tragiquement creux. « Pourquoi, Élise » la coupa-t-il doucement. Il s'appuya à 2 mains sur le bureau, se penchant légèrement vers elle. L'épuisement semblait avoir fait sauter les derniers verrous de sa retenue. « Pourquoi es-tu revenu pour me détruire? N'était-ce pas suffisant de disparaître ?» Le silence qui s'abattit sur la pièce fut assourdissant. Élise cligna des yeux, le cerveau en court-circuit. Disparaître? Elle se leva d'un bond, la chaise à roulettes reculant violemment pour heurter la baie vitrée dans un fracas métallique. La colère, une colère pure et volcanique, remonta en elle, balayant la confusion. « Moi? Disparaître ?» Sa voix tremblait de fureur contenue. « Vous osez me reprocher d'avoir disparu? Quelle audace fascinante, Alexandre! Quelle réécriture pathétique de l'histoire !» Alexandre fronça les sourcils, un voile d'incompréhension totale masquant ses traits. « De quoi parles-tu? Un jour je rentre de Londres, et notre appartement est vide. Plus de vêtements, plus de mots, plus rien. Juste un silence de mort et tes numéros coupés. J'ai remué ciel et terre pour te retrouver. »« Taisez-vous » siffla-t-elle, les larmes de rage menaçant de déborder. La cruauté de cet homme n'avait donc aucune limite. Jouer la comédie de l'amant éploré après l'avoir abandonné en plein accouchement. Ne m'insultez pas avec vos mensonges pitoyables. Sortez de mon bureau. Élise, je t'en supplie, parle-moi. Sortez! Hurla-t-elle, pointant un doigt tremblant vers la porte. Alexandre resta figé 1 seconde de plus, la détresse gravée dans chaque ligne de son visage. Il semblait vouloir ajouter quelque chose, tendre la main vers elle, mais le mur de glace et de fureur qu'elle dressait devant lui était impénétrable. La mâchoire contractée, il baissa les yeux, fit demi-tour et disparut dans son propre bureau, refermant doucement la porte vitrée derrière lui. Seule dans le silence revenu, Élise s'effondra dans son fauteuil, les mains plaquées sur son visage. Son corps entier tremblait. Les mots d'Alexandre résonnaient dans son crâne comme un écho empoisonné. Un jour, je rentre de Londres, et notre appartement est vide. Pourquoi mentirait-il avec une telle conviction, alors qu'il n'avait plus rien à perdre? Il savait qu'elle savait pour les papiers du divorce, n'est-ce pas?
La confusion était une torture pire que la certitude de la trahison. Elle saisit le dossier qu'il avait déposé, tentant de se raccrocher aux chiffres froids et rassurants, mais les colonnes dansaient devant ses yeux embués de larmes. 3 jours passèrent. 3 jours d'un silence glacial, pesant, où chaque échange entre eux se limitait à des hochements de tête et des emails laconiques. Élise fuyait son regard, terrifiée par la brèche que cette conversation nocturne avait ouverte dans ses certitudes. Le mercredi après-midi, un rayon de soleil timide perçait enfin la grisaille parisienne. C'était le jour de congé de Léo, à l'école internationale, où Élise l'avait inscrit. Elle avait promis à son fils de quitter le bureau plus tôt pour l'emmener manger des crêpes près de Montmartre. Clara, la jeune nounou dévouée qui s'occupait de Léo depuis des années, avait reçu pour instruction de l'amener dans le hall du bâtiment à 15 heures précises. Dans le vaste hall majestueux de Laurent Entreprises, Léo tenait la main de Clara. Le petit garçon, vêtu d'un manteau bleu marine et d'une écharpe en laine, regardait l'immensité du lieu avec des yeux émerveillés. Il tenait fermement sous son autre bras un grand carnet à dessin à couverture noire. Il avait hérité du talent de sa mère pour l'architecture et passait ses journées à esquisser des bâtiments imaginaires. Clara sentit son téléphone vibrer dans la poche de son manteau. C'était un appel urgent de sa mère. Elle lâcha distraitement la main de Léo pour fouiller dans sa poche et s'éloigna de quelques pas vers une zone plus calme, près des plantes vertes pour répondre. « Reste juste là, Léo. Je n'en ai que pour 1 minute, » murmura-t-elle, le regard fixé sur son écran. Léo hocha la tête, mais son attention fut immédiatement captée par quelque chose d'extraordinaire. Au centre du hall, majestueusement posé sur un socle de velours noir et protégé par une cage de verre, trônait une immense maquette architecturale détaillée. C'était le projet du futur écoquartier que l'entreprise prévoyait de construire avant sa chute financière. Fasciné, le petit garçon de 10 ans s'avança lentement vers la maquette, ses yeux brillants de curiosité. Il contourna le socle, observant les minuscules arbres, les balcons en verre, cherchant à comprendre comment les structures s'équilibraient. Totalement absorbé par son observation, il recula de quelques pas pour avoir une vue d'ensemble, ne prêtant aucune attention à ce qui se passait derrière lui. À cet instant précis, les portes de l'ascenseur privé de la direction s'ouvrirent dans un tintement discret. Alexandre en sortit, le pas lourd. Il descendait chercher un document aux archives, fuyant pour quelques minutes l'atmosphère étouffante du dernier étage et la présence glaciale d'Élise qui le rongeait de l'intérieur. Il lisait un rapport sur sa tablette numérique, les sourcils froncés, perdu dans ses pensées tourmentées. Il ne vit pas le petit garçon reculer. Léo ne vit pas l'homme grand et imposant avancer vers lui. La collision fut inévitable. Alexandre heurta le dos de l'enfant. Sous le choc, Léo perdit l'équilibre et tomba en arrière, lâchant son carnet à dessin qui glissa sur le sol en marbre poli avec un bruit mat, s'ouvrant sur une magnifique esquisse au fusain d'un pont suspendu. « Oh, pardonnez-moi !» s'exclama Alexandre, sortant brusquement de sa torpeur. Il rangea précipitamment sa tablette sous son bras et se laissa tomber à genoux, son instinct protecteur prenant immédiatement le dessus. Il tendit la main pour ramasser le carnet noir, ses yeux se posant une fraction de seconde sur le dessin complexe et précis. Un talent rare pour un enfant. « Pardon, monsieur, je ne regardais pas derrière moi », dit une petite voix claire et polie. Alexandre tourna la tête, le carnet à la main, un sourire d'excuse sur les lèvres. Et là, le temps suspendit son vol. Le sourire d'Alexandre se figea instantanément. Son cœur rata un battement, puis 2, avant de se remettre à cogner avec la force d'un marteau-piqueur contre ses côtes. Le petit garçon assis par terre devant lui, en train d'épousseter son manteau, releva la tête. L'air sembla subitement se raréfier dans l'immense hall. Alexandre sentit un vertige puissant s'emparer de lui. Il regardait ce visage d'enfant,
et c'était comme s'il plongeait dans un miroir temporel. Les mêmes pommettes hautes, les mêmes cheveux bruns et indisciplinés qui refusaient de rester en place. Mais surtout, ses yeux. De grands yeux sombres, profonds, presque noirs, bordés de cils épais. Des yeux qu'Alexandre voyait chaque matin en se rasant. Ses propres yeux. La ressemblance était si viscérale, si violente, qu'elle défiait toute logique. Une onde de choc invisible traversa le corps du milliardaire, le paralysant de la tête aux pieds. Une émotion indescriptible, un mélange de terreur, d'émerveillement absolu et d'une connexion d'âme inexplicable, lui serra la gorge. Sa main, qui tenait le carnet à dessin, se mit à trembler imperceptiblement. Léo, nullement intimidé par cet homme en costume qui le dévisageait avec une intensité folle, inclina légèrement la tête sur le côté, un geste qu'Élise faisait quand elle cherchait à comprendre quelque chose. « Vous allez bien, monsieur ?» demanda innocemment l'enfant. « Je… » La voix d'Alexandre n'était plus qu'un murmure rauque. Il dut déglutir difficilement pour retrouver l'usage de la parole. « Oui, je suis désolé de t'avoir bousculé. C'est un très beau dessin. C'est toi qui l'as fait ?» Léo sourit, un sourire franc et lumineux qui creusa une petite fossette sur sa joue gauche. Une autre relique du passé, d'Alexandre. « Oui, j'aime bien construire des choses. Ma maman m'a appris. Elle est architecte. » Ma maman. Le mot résonna dans le vide de l'esprit d'Alexandre. « Comment tu t'appelles » demanda Alexandre, sa voix tremblant malgré ses efforts pour la maintenir stable. Il avait l'impression que sa vie entière dépendait de la réponse à cette question. « Léo » répondit fièrement le petit garçon en tendant la main pour récupérer son carnet. Alexandre effleura les petits doigts de Léo en lui rendant l'objet. Le simple contact physique envoya une décharge de chaleur dans sa poitrine, éveillant un instinct paternel primitif et dévastateur qu'il n'avait jamais connu. Léo. Un prénom fort. Un prénom de roi. Léo. Un cri strident, chargé d'une panique pure et animale, déchira l'atmosphère feutrée du hall. Alexandre sursauta. Il tourna la tête en direction des ascenseurs. Élise courait. Littéralement. Elle avait abandonné toute prestance, toute froideur calculée. Son visage était livide, déformé par la terreur. Elle fendait l'espace, ses talons claquant frénétiquement sur le marbre, les yeux écarquillés fixés sur la scène insoutenable qui se déroulait devant elle. Elle arriva à leur hauteur, essoufflée, le souffle court. Sans accorder le moindre regard à Alexandre, elle attrapa rudement le bras de Léo et le tira vers elle avec une force désespérée, le cachant presque derrière ses jambes, l'utilisant son propre corps comme bouclier. « Maman, tu me fais mal », se plaignit doucement Léo, surpris par la brutalité du geste. « Tais-toi, ne lui parle pas, ne le regarde pas », siffla Élise, la voix vibrante d'une panique qu'elle ne parvenait plus à dissimuler. Ses yeux, d'habitude si froids et contrôlés, lançaient des éclairs de pure terreur en fixant Alexandre. Elle était la lionne acculée, prête à tuer pour protéger son petit. Clara, la nounou, arriva en courant à son tour, confuse et honteuse. « Madame Vallier, je suis tellement désolée. Je me suis détournée une seconde. »« Prends-le. Ramène-le à l'hôtel. »« Immédiatement » ordonna Élise d'un ton qui n'admettait aucune réplique, sans quitter Alexandre des yeux. Clara attrapa la main de Léo et l'entraîna rapidement vers les portes tournantes. Le petit garçon jeta un dernier regard par-dessus son épaule vers l'homme agenouillé par terre, avant de disparaître dans la grisaille parisienne. Le hall sembla soudain d'un vide abyssal. Alexandre se releva lentement. Il se tenait debout, devant Élise. Le silence entre eux était saturé d'électricité, lourd d'une vérité qui venait d'exploser au grand jour sans qu'aucun mot n'ait été prononcé. Il regarda la femme qu'il aimait. Il vit sa respiration saccadée, la terreur panique dans ses yeux,
la façon dont elle croisait les bras sur sa poitrine comme pour s'empêcher de s'effondrer. L'esprit brillant d'Alexandre, l'esprit du stratège financier, se mit à fonctionner à une vitesse fulgurante. Les pièces du puzzle qu'il refusait de voir depuis des jours s'assemblaient avec une violence mathématique, impitoyable. Léo. Un garçonnet aux yeux sombres, à la fossette familière. Le talent pour l'architecture. Le cri de terreur d'Élise, sa réaction maternelle protectrice disproportionnée face à un simple inconnu. LV Holdings. L pour Léo. V pour Valier. Et puis, le calcul final, celui qui fit s'effondrer le monde d'Alexandre. L'âge de l'enfant. Il avait l'air d'avoir 10 ans. 10 ans. Exactement le temps qui s'était écoulé depuis qu'Élise s'était prétendument évaporée dans la nature. Depuis le jour où elle l'avait quitté sans une explication. Alexandre sentit ses genoux menacés de flancher. Le sang déserta complètement son visage. Il fit un pas vacillant vers Élise, levant une main tremblante, non pas pour la toucher, mais comme pour se raccrocher au vide. Élise. Sa voix n'était plus qu'un râle déchirant, venu du plus profond de son âme brisée. Ce garçon, Léo. Il haletait, cherchant désespérément de l'air dans cette pièce immense qui l'étouffait. Il plongea son regard éperdu dans les yeux de la femme qui se tenait devant lui. La question silencieuse hurlait dans l'espace qui les séparait. Une question qui changeait tout, qui détruisait 10 ans de certitude, de deuil et de mensonge. Élise ne recula pas. Elle leva le menton, ravalant ses larmes, son armure de glace se reformant à la hâte par-dessus la blessure béante de son cœur. Elle soutint son regard torturé, ne niant rien, n'avouant rien. « Ce garçon n'est rien pour vous, Alexandre !» cracha-t-elle, chaque mot tranchant comme une lame de rasoir. « Et il ne le sera jamais !» Elle tourna les talons d'un geste sec et s'éloigna vers les ascenseurs, le laissant seul au milieu du hall. Un roi déchu qui venait de découvrir que la couronne qu'on lui avait arrachée n'était rien comparé au royaume qu'il n'avait jamais su qu'il possédait. Le souffle court, les poumons brûlants comme si elle venait de courir un marathon, Élise s'engouffra dans l'ascenseur privé. Ses doigts tremblaient si violemment qu'elle dut s'y reprendre à 3 fois pour insérer la clé magnétique et appuyer sur le bouton du dernier étage. Les portes se refermèrent sur le hall, coupant court à la vision d'Alexandre, figé, anéanti, le visage ravagé par la révélation qui venait de le frapper de plein fouet. La cabine de verre et d'acier s'éleva dans un murmure fluide, mais à l'intérieur, c'était le chaos absolu. Élise s'appuya contre la paroi froide, fermant les yeux, luttant contre la nausée qui lui tordait l'estomac. Son secret, son armure, son fils. Tout venait de voler en éclats en l'espace de quelques secondes, à cause d'un carnet à dessin tombé sur le marbre. Elle avait toujours su, au fond d'elle-même, que ce moment arriverait. On ne peut pas ramener un enfant sur le territoire de son père sans risquer la collision. Mais elle pensait avoir le contrôle. Elle pensait que sa haine serait un bouclier suffisant. Elle s'était lourdement trompée. La façon dont Alexandre avait regardé Léo, ce n'était pas le regard d'un homme indifférent. C'était le regard d'un homme qui venait de trouver la lumière après 10 ans passés dans les ténèbres. Lorsqu'elle atteignit son bureau, elle congédia David d'un geste sec de la main, ignorant l'air inquiet de son assistant. Elle entra dans la vaste pièce, verrouilla la lourde porte en acajou derrière elle et marcha jusqu'à la baie vitrée. Paris s'étendait sous ses pieds, indifférente à la tempête qui la ravageait. Elle n'eut pas le temps de retrouver son calme. À peine 5 minutes plus tard, un bruit sourd résonna. Quelqu'un venait de forcer l'entrée de l'antichambre. Elle entendit la voix paniquée de David tenter de s'interposer, puis un coup violent contre sa propre porte. La poignée fut secouée avec une force brutale. « Élise, ouvre cette porte !» La voix d'Alexandre n'avait plus rien à voir avec le ton mesuré et vaincu des derniers jours.
C'était un rugissement guttural, chargé d'une urgence désespérée, animale. Le son d'un homme qui n'avait plus rien à perdre et qui était prêt à abattre les murs à main nue pour obtenir la vérité. Elle recula d'un pas, le cœur battant à tout rompre. Elle aurait pu appeler la sécurité. Elle aurait pu le faire expulser du bâtiment. Mais elle savait que c'était inutile. Le barrage avait cédé. L'eau s'engouffrait, et aucune force au monde ne pourrait plus l'arrêter. D'un geste mécanique, elle s'approcha et déverrouilla la porte. Alexandre fit irruption dans la pièce avec la violence d'un ouragan. Il repoussa la porte derrière lui, qui claqua dans un bruit de tonnerre, faisant trembler les vitres. Il ne portait plus sa veste. Sa cravate avait disparu, et les premiers boutons de sa chemise étaient arrachés. Sa poitrine se soulevait au rythme d'une respiration saccadée. Ses yeux, d'ordinaire si sombres, étaient fous, injectés de sang, brûlant d'une fièvre dévorante. Il s'avança vers elle. Il ne s'arrêta que lorsqu'il fut à moins d'1 mètre, envahissant son espace personnel, la forçant à lever la tête pour affronter son regard. Le silence qui s'installa entre eux crépitait d'électricité. C'était le point de rupture, l'instant suspendu avant la détonation. « Est-il de moi ?» La question tomba, lourde, suffocante. 4 mots qui contenaient le poids de 10 années de mensonges. Alexandre la fixait, le visage déformé par une agonie qu'il ne cherchait même plus à dissimuler. Ses poings étaient serrés le long de son corps, ses jointures blanches. Élise sentit la colère monter en elle. Une colère incandescente, protectrice, née des cendres de la chambre 412. Comment osait-il? Comment osait-il exiger des réponses, se poser en victime, après ce qu'il lui avait fait subir? L'instinct de survie balaya la peur. « Sortez de mon bureau !» cracha-t-elle, le regard noir, la voix vibrante de mépris. « Vous n'avez aucun droit. »« Est-ce qu'il est de moi, Élise ?» hurla-t-il soudain, sa voix se brisant sur la dernière syllabe. Il leva les mains comme pour la saisir par les épaules, avant de se retenir à la dernière seconde, reculant d'1 pas, terrifié par sa propre perte de contrôle. « Regarde-moi dans les yeux, et dis-moi que cet enfant, qui a mon visage, qui a le talent que tu as toujours eu, n'est pas mon fils. Dis-le-moi. » « Et si c'était le cas ?» explosa Élise, incapable de contenir le barrage plus longtemps. Ses propres larmes, des larmes de rage pure, inondèrent ses yeux. « Qu'est-ce que ça changerait, Alexandre? Tu crois qu'une illumination soudaine dans un couloir te donne des droits? Tu n'es rien pour lui. Tu as perdu ce droit il y a 10 ans. » Le visage d'Alexandre se décomposa. La confirmation, bien qu'indirecte, le frappa avec la force d'un boulet de canon. Il vacilla, portant une main tremblante à son front. « 10 ans, murmura-t-il, le souffle court. « J'ai un fils. Tu m'as caché mon fils pendant 10 ans. Mon Dieu, Élise! Pourquoi? Comment as-tu pu être aussi cruel? Qu'est-ce qui justifie de priver un père de son enfant, de disparaître sans laisser la moindre trace? » Le mot « cruel » fut l'étincelle qui fit exploser la poudrière. « Moi? Cruel ?» Le rire qui s'échappa des lèvres d'Élise était dépourvu de toute joie, aigu, teinté d'une hystérie froide. Elle s'avança vers lui, le doigt pointé sur sa poitrine, réduisant à néant la distance entre eux. « Tu oses me parler de cruauté? Tu oses me demander pourquoi j'ai disparu? »« Oui !» répliqua-t-il avec la même intensité, l'incompréhension totale se mêlant à la douleur. « Un jour je pars pour Londres, négocier un rachat, et quand je reviens, notre appartement est vide. Plus de vêtements, plus de photos. Juste une lettre tapée à l'ordinateur, posée sur la table du salon, disant que tu ne supportais plus la pression de ma famille, que tu étais amoureuse d'un autre et que tu partais refaire ta vie. J'ai engagé des détectives. J'ai fouillé chaque recoin du pays pour te retrouver. Et tu étais là, quelque part, avec mon enfant ?» Élise se figea. Le silence retomba, brutal, étourdissant.
Elle regarda l'homme devant elle. Ses yeux scrutaient son visage ravagé, cherchant la faille, le mensonge. Mais il n'y avait qu'une sincérité désespérée, une vérité viscérale qui ébranlait les fondations mêmes de la haine d'Élise. Une lettre? Londres? Le monde se mit à tourner autour d'elle. Les murs de la pièce semblèrent se rapprocher. « De quelle lettre parles-tu » demanda-t-elle, la voix soudainement tombée à un murmure glacial. « Je n'ai jamais écrit de lettre, Alexandre. Je n'ai jamais fait mes valises. » Alexandre fronça les sourcils, la confusion remplaçant lentement la colère. « Bien sûr que si. Tu as fui. Tu m'as laissé. »« Je n'ai pas fui !» hurla-t-elle, la voix déchirée par une décennie de douleur contenue. La digue se rompit. Tout le venin, toute la terreur, tout le désespoir de cette nuit-là se déversèrent dans la pièce. « J'étais à l'hôpital, Alexandre. J'étais à la maternité Saint-Joseph. J'étais en train de hurler de douleur, terrifié, seul, en train de donner naissance à notre fils. » Elle s'approcha encore, ses yeux plantés dans les siens, le forçant à boire chaque goutte de son calice de souffrance. « Je t'ai attendu, » continua-t-elle, les larmes coulant librement sur ses joues, ruinant son maquillage impeccable, détruisant son masque de femme d'affaires impitoyable. « Je croyais que tu étais retenu par une urgence, mais tu sais qui a franchi la porte de ma chambre pendant que les moniteurs bipaient et que je pleurais de douleur ? Maître Morand. Ton avocat. L'avocat de ta mère. » Le nom de l'avocat sembla figer le sang dans les veines d'Alexandre. « Morand ? Que faisait-il là » murmura-t-il, blême. « Il est venu me livrer un cadeau de ta part » siffla Élise, chaque mot suintant l'amertume. « Les papiers du divorce et un accord de renonciation à tout droit financier. Il m'a dit que tu refusais de me parler. Il m'a jeté la clé d'un garde-meuble minable au visage en m'expliquant que toutes mes affaires y avaient été transférées. Tu avais fait vider notre appartement pendant que j'étais en train d'accoucher de ton enfant. » Alexandre recula, comme s'il venait de recevoir un coup de poing dans le ventre. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Il secouait la tête, un mouvement lent et erratique, refusant d'assimiler les mots qui frappèrent ses tympans. « Et tu sais quelle était la pire partie » ajouta Élise, la voix brisée par un sanglot qu'elle ne put retenir. « C'est que, sur la dernière page de ce document maudit, il y avait ta signature. Ton écriture. Tu avais signé, Alexandre. Tu m'as jeté comme une ordure le jour où j'ai mis Léo au monde. J'ai signé ces papiers en pleurant, et j'ai juré sur la tête de mon nouveau-né que plus jamais tu ne me ferais de mal. » Le silence qui engloutit la pièce fut cataclysmique. Il ne restait que le bruit de la pluie contre les immenses vitres et la respiration saccadée d'Élise. Alexandre ne bougeait plus. Il regardait Élise avec des yeux exorbités, l'horreur absolue se dessinant sur ses traits. Son cerveau, d'une intelligence rare, assemblait les pièces d'un puzzle macabre à une vitesse fulgurante. Les dates, les coïncidences. Le sourire satisfait de sa mère à son retour de Londres, posant une main compatissante sur son épaule face à l'appartement vidé. « Elle n'était pas faite pour notre monde, mon fils. Elle a pris la fuite. Oublie-la. » Il manqua littéralement d'air. Ses genoux cédèrent sous le poids écrasant de la réalisation. Il s'effondra lourdement sur la moquette épaisse de la pièce, le dos contre le cuir de l'un des fauteuils visiteurs. Il ne chercha pas à se relever. Il porta ses deux mains à son visage, et un gémissement sourd, guttural, un son d'agonie pure, s'échappa de sa gorge. « Non !» gémit-il, les doigts enfoncés dans ses cheveux grisonnants. « Non, 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 c'est impossible. Dis-moi que ce n'est pas vrai. » Élise resta debout au-dessus de lui, haletante, attendant la justification pitoyable, attendant le mensonge. Mais en regardant cet homme grand et puissant recroquevillé sur le sol de son bureau,
Brisé en 1000 morceaux, le doute s'infiltra de nouveau en elle, plus puissant que jamais. Ce n'était pas la réaction d'un homme coupable d'abandon. C'était la réaction d'un homme qui voyait son monde entier se faire désintégrer par une vérité insoutenable. « Alexandre » murmura-t-elle, sa voix tremblant malgré elle. Il releva brusquement la tête. Son visage était inondé de larmes. L'armure de glace d'Élise ne se contenta pas de fondre à cet instant. Elle vola en éclats. Elle n'avait jamais vu cet homme pleurer. Jamais. Même à la mort de son propre père. « Je n'ai jamais signé ces papiers, » dit-il, la voix saccadée par les sanglots, ses yeux bruns noyés de désespoir fixés sur elle. « Élise, je te le jure sur ma propre vie, je n'ai jamais voulu divorcer. Je n'ai jamais engagé Morand pour ça. Je t'aimais plus que ma propre existence. J'attendais la naissance de ce bébé, comme la plus belle chose qui me soit jamais arrivée. » Il se hissa péniblement sur ses genoux, s'approchant d'elle, sans oser la toucher. « 3 semaines avant la date de ton terme, le conseil d'administration a exigé que je parte à Londres pour sauver l'entreprise d'une fusion hostile. C'était critique. Ma mère m'a supplié d'y aller, me disant qu'elle s'occuperait de toi, qu'elle veillerait sur toi chaque seconde. Elle m'a confisqué mon téléphone personnel pour que je me concentre sur les négociations, me disant qu'elle te donnerait de mes nouvelles. Je t'ai écrit des lettres tous les jours, Élise. Tous les jours. » Élise sentit la terre s'ouvrir sous ses pieds. « Je n'ai jamais rien reçu. Tes numéros sonnaient dans le vide. » « Ma mère » Le nom franchit ses lèvres, comme une malédiction. Le visage d'Alexandre se tordit dans une grimace de haine absolue. C'est elle. Elle avait accès à mon coffre. Elle avait mon tampon de signature électronique pour les urgences. Elle contrôlait Morand. C'est elle qui a tout orchestré. Le puzzle venait de s'assembler, révélant l'image d'un monstre de manipulation. Madame Laurent, la matriarche glaciale qui avait juré d'éloigner cette fille de rien du sang des Laurent. Pendant qu'Alexandre se battait à Londres, croyant sa femme en sécurité, sa mère avait méthodiquement détruit leur vie. Elle avait intercepté les communications, vidé l'appartement, falsifié la signature sur les papiers du divorce et envoyé son chien de garde à l'hôpital, au moment où Élise était la plus vulnérable, pour porter l'estocade finale. Et à son retour, elle lui avait présenté la scène parfaite de l'épouse infidèle et lâche qui avait fui la pression. L'immensité de la tragédie s'abattit sur eux dans un silence de cathédrale. 2 victimes, 2 âmes mutilées par l'orgueil et la cruauté d'une seule personne. Alexandre s'effondra à nouveau, recroquevillé sur le sol. Ses larges épaules étaient jouées de sanglots violents, déchirants. Il pleurait la femme qu'il pensait avoir perdue par sa propre insuffisance. Il pleurait les 10 années de souffrance qu'elle avait endurées seule, livrée à elle-même dans une ville étrangère, persuadée d'être haïe. Mais surtout, la réalisation la plus cruelle, la plus insoutenable, le frappa avec la force d'un tsunami. 10 ans, sanglota-t-il, frappant le sol de son poing, 1 fois, 2 fois, dans un geste de désespoir absolu. Elle m'a volé 10 ans, les premiers sourires, les premiers pas. J'ai raté sa naissance. Je n'étais pas là pour te tenir la main quand il est né. Tu étais seul. Tu as cru que je t'avais jeté. La douleur brute, écorchée vive, de cet homme déchira le cœur d'Élise. Toute sa rationalité, toute sa froideur de femme d'affaires implacable s'évaporèrent. Elle vit l'injustice suprême de la situation. Elle s'était construite sur une haine légitime, mais dirigée vers la mauvaise personne. Alexandre n'était pas le bourreau. Il était, tout autant qu'elle, le captif d'un mensonge diabolique. Lentement, incapable de résister à l'appel de cette détresse indicible, Élise se laissa glisser au sol. Ses genoux touchèrent la moquette. Elle se retrouva face à lui. Elle hésita une seconde, ses mains tremblantes en suspens dans l'air. Puis, doucement,
La jeune fille amoureuse de jadis perça l'armure de L.V. Holdings. Elle posa ses mains sur les épaules tressautantes d'Alexandre. Au simple contact de ses mains, Alexandre laissa échapper un cri étouffé. Il releva la tête et, mu par un instinct de survie primaire, s'effondra contre elle. Il enfouit son visage dans le creux du cou d'Élise, ses bras puissants s'enroulant autour de sa taille, s'y accrochant comme un naufragé à une bouée de sauvetage dans l'océan de son désespoir. Élise ferma les yeux, les larmes coulant silencieusement sur ses joues, et posa sa joue contre les cheveux grisonnants de l'homme qu'elle n'avait jamais cessé d'aimer en secret. Elle sentit la chaleur de son corps, la violence de ses sanglots qui faisaient trembler son propre torse. L'odeur du vétiver et de la pluie l'enveloppa, ranimant des milliers de souvenirs enfouis. Ils restèrent là, sur le sol de ce bureau froid, accrochés l'un à l'autre au milieu des ruines de leur vie passée. La grande révélation n'apportait aucune joie immédiate, seulement le vertige terrifiant d'un temps volé à jamais. Mais dans ce contact désespéré, dans cette vérité enfin partagée, la glace qui enserrait le cœur d'Élise se fissura définitivement. Le chemin vers la guérison s'annonçait long et semé d'embûches, mais pour la première fois en 10 ans, il n'était plus seul dans les ténèbres. Il y a une aube qui succède toujours à la nuit noire de l'âme. Ce n'est pas un lever de soleil éclatant, bruyant et soudain. C'est une lueur fragile, presque timide, qui s'infiltre à travers les fissures de nos existences brisées. Cette lueur ne fait pas disparaître les ruines. Non, elle les éclaire d'une lumière nouvelle, nous montrant doucement qu'il est possible de reconstruire, pierre par pierre, sur les cendres du passé. Le lendemain de la tempête, dans le bureau d'Élise, Paris semblait avoir lavé ses rues de toute la noirceur accumulée. Mais pour Alexandre, le véritable nettoyage devait se faire loin des avenues haussmanniennes. Il devait arracher la racine empoisonnée qui avait étouffé sa vie. Le sanatorium suisse se dressait face aux Alpes, majestueux et d'une blancheur clinique glaciale. L'air y était raréfié, pur, tranchant. Alexandre marchait dans les longs couloirs silencieux de la clinique huppée, son long manteau de laine sombre flottant derrière lui. Son visage était fermé, taillé dans le marbre de la résolution absolue. Il n'était plus le PDG brisé, ni l'amant éploré. Il était un père à qui l'on avait volé la naissance de son enfant. Et il était un homme qui venait réclamer sa liberté. Il poussa la porte de la suite médicalisée sans frapper. Madame Laurent était assise dans un fauteuil roulant, face à l'immense baie vitrée donnant sur les sommets enneigés. L'AVC d'il y a 3 ans l'avait diminué physiquement, figeant la moitié de son visage, mais son œil valide conservait cette lueur dure, calculatrice et méprisante qui avait toujours terrifié Élise. À l'entrée de son fils, elle tenta de tourner la tête, un rictus de mécontentement tordant sa bouche asymétrique. Elle s'attendait probablement à la visite hebdomadaire de convenance, à ces quelques minutes de devoir filial qu'Alexandre s'imposait par pure éducation. Mais Alexandre ne s'assit pas. Il resta debout au centre de la pièce, dominant la silhouette frêle de sa mère de toute sa hauteur. Le silence s'étira, lourd, chargé d'une électricité mortelle. « Tu as toujours cru que tu étais le maître du jeu, mère » commença-t-il, la voix si basse, si calme, qu'elle en était effrayante. Ce n'était pas la colère qui l'animait, c'était l'éradication totale de tout sentiment. L'œil de Madame Laurent s'étrécit. Elle perçut le changement d'atmosphère, le danger imminent. Elle tenta de formuler un mot, une remontrance, mais sa voix n'était plus qu'un sifflement rauque. « Ne te fatigue pas à nier », la coupa Alexandre d'un geste sec de la main. « Je sais tout. Je sais pour les lettres interceptées. Je sais pour l'appartement vidé pendant que j'étais à Londres. Et surtout, je sais pour Maître Morand. Je sais que tu as falsifié ma signature sur des papiers de divorce pour les jeter au visage de ma femme, alors qu'elle donnait naissance à mon fils dans la douleur et la solitude. » Le mot « fils » résonna dans la chambre stérile,
avec la puissance d'un coup de tonnerre. Le visage de la vieille femme blêmit sous la lumière crue. Pour la première fois de sa vie, l'architecte de ce désastre absolu sembla comprendre que son chef-d'œuvre maléfique venait de s'effondrer. Elle tenta de lever une main tremblante, comme pour justifier l'injustifiable, murmurant des syllabes indistinctes où l'on pouvait deviner le mot « famille » et « héritage ». « Ne prononce plus jamais ce mot », tonna Alexandre, une rage froide vibrant enfin dans ses cordes vocales. « Tu as détruit ma famille pour protéger ton stupide orgueil bourgeois. Tu m'as volé 10 années de la vie de mon enfant. 10 ans de sourire, de chagrin, de première fois que je ne pourrai jamais, jamais rattraper. » Il s'approcha d'un pas, se penchant légèrement vers elle. Il n'y avait aucune pitié dans son regard, seulement le vide immense que laisse un amour filial lorsqu'il est définitivement assassiné. « L'entreprise que tu chérissais tant vient d'être rachetée, » déclara-t-il avec une cruauté chirurgicale. « Elle n'appartient plus aux Laurent. Elle appartient à Élise, ta bru. Celle que tu considérais comme une moins que rien possède aujourd'hui tout ce que tu as bâti. Et moi, je n'ai plus rien à voir avec ton monde. » Il tira de la poche intérieure de son manteau une enveloppe épaisse, scellée par le cabinet de ses propres avocats, et la laissa tomber sur les genoux inertes de sa mère. « C'est un acte de renonciation totale à ma part d'héritage, ainsi que la révocation définitive de tes procurations sur mes biens. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus ma mère. Je n'assisterai pas à tes funérailles. Je ne prononcerai plus ton nom. Tu finiras tes jours exactement comme tu l'as mérité, seul, face à ton propre reflet. » Alexandre ne chercha pas à entendre une réponse. Il tourna les talons. En franchissant la porte de la chambre, il ne ressentit ni triomphe, ni joie. Juste le soulagement infini et épuisant d'un homme qui vient enfin de poser un fardeau qu'il portait à son insu depuis des décennies. L'air des Alpes dans ses poumons lui parut soudain moins lourd. Il pouvait, enfin, retourner vers la lumière. À Paris, les feuilles d'automne tapissaient les allées du parc Monceau d'un manteau roux et doré. Le soleil de fin d'octobre dispensait une chaleur douce, presque mélancolique. Assise sur un banc en fer forgé, le col de son manteau beige relevé contre le vent léger, Élise observait la scène qui se déroulait à quelques mètres d'elle. Ses mains étaient enfouies dans ses poches, ses doigts crispés sur un mouchoir en papier qu'elle triturait nerveusement. Près du bassin bordé de statues antiques, Alexandre et Léo étaient assis côte à côte sur la margelle de pierre. La guérison n'est jamais un miracle instantané. C'est une dentelle que l'on tisse au quotidien, avec une patience infinie, en acceptant les accrocs et les silences maladroits. Alexandre l'avait compris. À son retour de Suisse, il n'avait rien exigé. Il n'avait pas demandé à reprendre sa place de mari. Il n'avait pas forcé la porte de leur appartement. Il s'était présenté devant Élise, avec la vulnérabilité d'un pénitent, demandant une seule et unique grâce. L'autorisation de rencontrer le garçon. De lui parler. De construire, si Léo le voulait bien, un pont au-dessus du vide. Élise regardait son fils. Léo tenait son éternel carnet noir sur ses genoux. Il expliquait quelque chose avec de grands gestes enthousiastes, pointant du doigt la colonnade à moitié ruinée de la folie architecturale du parc. Alexandre l'écoutait avec une attention religieuse, presque sacrée. Il ne portait pas de costume aujourd'hui. Un simple pull en cachemire sombre et un jean lui donnaient une allure plus douce, plus accessible. Il se pencha vers le carnet, prit le crayon que Léo lui tendait avec hésitation et traça quelques lignes sur le papier. Léo écarquilla les yeux, un sourire immense illuminant son visage, et il hocha vivement la tête avant de reprendre le crayon pour corriger un détail. C'était une danse silencieuse, le sang appelant le sang, le talent partagé, l'intuition commune. En les voyant rire doucement d'une rature, Élise sentit sa gorge se serrer, non pas de douleur cette fois,
mais d'une émotion si vaste et si pure qu'elle menaçait de la submerger. L'armure de L.V. Holdings achevait de rouiller sur le sol de ce parc parisien. Elle réalisait, avec une lucidité bouleversante, qu'elle avait passé 10 ans à protéger Léo d'un monstre qui n'avait jamais existé en la personne d'Alexandre. Alexandre releva la tête et son regard croisa celui d'Élise à travers la distance. Ses yeux bruns, autrefois hantés, brillaient d'une gratitude indicible. Il lui adressa un infime hochement de tête, un remerciement silencieux pour ce cadeau inestimable qu'elle lui faisait, la permission d'exister dans la vie de leur enfant. Quelques heures plus tard, le ciel se couvrit soudainement. L'automne parisien reprit ses droits, libérant une averse froide et soudaine. Pris de court, le petit groupe courut se réfugier sous l'auvent majestueux d'un vieux kiosque à musique abandonné au centre du parc. Léo, nullement dérangé par la pluie, s'assit immédiatement sur les marches en bois usé, rouvrant son carnet pour capturer l'atmosphère de la tempête. Élise et Alexandre restèrent debout, en retrait, abrités par le toit de zinc martelé par les gouttes. L'odeur de la terre mouillée, puissante et terreuse, les enveloppa. Ils étaient proches, si proches qu'Élise pouvait sentir la chaleur irradiée du corps d'Alexandre. Le silence entre eux n'était plus fait de lames aiguisées, ni de secrets empoisonnés. C'était un silence en attente, fragile comme du verre filé. Alexandre se tourna lentement vers elle. Il la regarda avec cette intensité douce qui avait autrefois conquis son cœur dans une petite brasserie étudiante. « Il a ton courage », murmura-t-il, ses yeux ne quittant pas le profil d'Élise. « Et ta façon de froncer le nez quand il est concentré. » Élise esquissa un faible sourire, les yeux fixés sur la pluie battante. « Il a ton obsession pour les structures impossibles. Et tes yeux. Mon Dieu, Alexandre, chaque fois que je le regardais pendant ces 10 ans, c'était toi que je voyais. C'était un supplice, et ma seule consolation. » L'aveu franchit ses lèvres, sans qu'elle puisse le retenir. C'était la vérité brute, dénuée des filtres de la colère. Alexandre ferma les yeux une fraction de seconde, encaissant la douceur de cette confession comme un baume sur une brûlure au 3e degré. Il fit un pas de plus vers elle, réduisant l'espace à un simple murmure. « Élise » commença-t-il, la voix vibrante d'une émotion contenue. « Je sais que le pardon est un mot trop grand pour aujourd'hui. Je sais que la vérité sur ma mère n'efface pas tes années de terreur, tes nuits d'insomnie pour bâtir ton empire, ta solitude. Tu as survécu sans moi. Tu as fait de notre fils un être de lumière, et tu es devenu une force de la nature. » Il prit une profonde inspiration, cherchant les mots justes, ceux qui pourraient enfin recoudre les bords de leur passé en lambeaux. « Je ne te demande pas pardon pour une signature que je n'ai pas apposée, » poursuivit-il doucement. « Mais je te demande pardon de mon aveuglement. Je te demande pardon de ne pas avoir vu le monstre qui se cachait sous mon propre toit. Je te demande pardon d'avoir été si lâche, si confortablement installé dans mon héritage, que j'ai laissé ma mère te faire sentir que tu n'étais pas assez bien pour nous. Mon seul devoir était de te protéger, et j'ai échoué misérablement. C'est cet échec-là qui me hantera jusqu'à mon dernier souffle. » Les mots frappèrent Élise en plein cœur. C'était l'excuse ultime, celle qu'elle n'avait même pas su formuler dans ses propres cauchemars. Il assumait sa véritable part de responsabilité. Il ne se cachait plus derrière la manipulation de sa mère. Il regrettait de ne pas avoir été le bouclier qu'il lui avait promis d'être. Lentement, Alexandre leva une main. Avec une hésitation poignante, craignant d'être repoussé, il approcha ses doigts du visage d'Élise. Lorsqu'elle ne recula pas, il effleura doucement sa joue, essuyant une larme qu'elle n'avait pas senti couler, mêlée à une goutte de pluie. Le contact de sa peau chaude sur la sienne fit frissonner Élise de la tête aux pieds. C'était le même toucher,
la même douceur. Mais l'homme qui se tenait devant elle avait changé. L'arrogance de l'héritier avait brûlé dans le feu de la perte. Il ne restait que l'or pur de son âme, forgé par l'épreuve. Élise leva sa propre main et la posa sur celle d'Alexandre, qui s'attardait sur sa joue. Elle ferma les yeux, se laissant envahir par un sentiment qu'elle pensait avoir banni à jamais de son vocabulaire émotionnel. La sécurité. « L'empire que j'ai bâti, » murmura-t-elle, la voix brisée. « Je l'ai fait par peur, Alexandre, pour que plus personne ne puisse nous faire du mal. Mais je suis si fatigué d'avoir peur. Je suis si fatigué d'être en guerre. »« La guerre est finie, mon amour, » murmura-t-il, son front venant doucement se poser contre le sien. Le tutoiement, le terme d'affection, tout reprenait sa place avec l'évidence des évidences. « Je suis là, et je jure devant Dieu que plus jamais je ne lâcherai ta main. » Sous la pluie battante de Paris, abrités dans leur monde suspendu, ils laissèrent le passé s'écouler avec l'eau de l'orage. Léo, absorbé par son dessein, ne vit pas ses parents s'enlacer doucement, s'accrochant l'un à l'autre non plus comme des survivants d'un naufrage, mais comme deux bâtisseurs prêts à élever une nouvelle cathédrale. 6 mois plus tard, la scène ne se déroule plus dans la froideur d'un gratte-ciel londonien ou dans la tension d'une salle de conseil d'administration. Elle se passe dans une vaste maison baignée de lumière sur les hauteurs de Saint-Cloud, aux portes de Paris. De larges baies vitrées s'ouvrent sur un jardin luxuriant où les premières fleurs du printemps éclatent de couleurs. À l'intérieur, sur une immense table en chêne massif, des plans d'architecture sont étalés, mêlés à des tasses de thé fumant et à des crayons de couleur épars. Élise est assise sur le rebord d'un large canapé de lin clair, les jambes repliées sous elle, vêtue d'un simple pull en grosse maille blanche. Son visage a retrouvé une sérénité lumineuse. Les angles durs de la femme d'affaires impitoyable se sont adoucis pour laisser place à une paix profonde. Elle regarde la scène devant elle. Alexandre et Léo sont penchés sur la table, en grande discussion. L'entreprise Laurent, désormais une filiale intégrée et assainie sous le giron protecteur de LV Holdings, s'apprête à lancer son fameux écoquartier. Et le directeur général délégué vient de décider, avec l'accord de sa présidente, d'intégrer dans les plans des parcs un pont suspendu directement inspiré d'une esquisse trouvée dans le carnet noir d'un enfant de 10 ans. Mais si on met l'arche ici, ça va bloquer la lumière pour les arbres en dessous, papa, proteste Léo, pointant un détail sur le plan technique. Alexandre se gratte le menton, feignant une intense réflexion, avant d'ébouriffer les cheveux bruns de son fils. « Tu as parfaitement raison, monsieur l'architecte en chef. Ton grand-père serait fier de cette observation. On va décaler le pilier de 3 mètres vers l'ouest. » Le mot « papa » glisse si naturellement des lèvres de Léo aujourd'hui. Il n'a pas fallu de grandes déclarations pour que l'enfant accepte cet homme dans sa vie. La vérité, l'amour inconditionnel et le temps ont fait leur œuvre avec une simplicité bouleversante. Alexandre lève les yeux vers Élise. Il lui sourit, ce sourire plein, chaleureux, chargé d'une promesse d'éternité silencieuse. Élise lui rend son sourire, le cœur débordant d'une plénitude absolue. La justice émotionnelle n'avait pas pris la forme d'une destruction totale, comme elle l'avait cru autrefois. Elle avait pris la forme de la vérité éclatante, de la réparation et d'une famille réunie autour de la table d'un salon baigné de soleil. Avez-vous déjà entendu parler du kintsugi? C'est cet art japonais millénaire qui consiste à réparer les porcelaines brisées, non pas en cachant les fissures, mais en les soulignant avec de la poudre d'or. La philosophie derrière cette pratique est magnifique. L'objet réparé est considéré comme plus fort, plus précieux et infiniment plus beau parce qu'il a été brisé et qu'il a une histoire. Il en va de même pour l'âme humaine. Élise et Alexandre ont traversé un enfer pavé de mensonges, de silence
et de cœurs déchirés. Ils auraient pu se laisser consumer par la haine. Élise aurait pu détruire l'homme qu'elle croyait coupable. Alexandre aurait pu sombrer dans l'amertume d'un père spolié. Mais ils ont choisi la voie la plus difficile, et pourtant la seule qui mène à la véritable paix. Ils ont choisi d'écouter, d'affronter la douleur, et finalement de pardonner. Leurs cicatrices sont là. Elles ne disparaîtront jamais totalement. L'anniversaire de Léo aura toujours ce léger goût de cendre pour un père qui n'était pas là pour couper le cordon. Mais ces blessures sont aujourd'hui soulignées d'or. L'or de la vérité. L'or de l'amour retrouvé. Parfois, l'univers permet que l'on nous brise, que nos illusions soient réduites en poussière, pour nous forcer à reconstruire nos vies sur des fondations authentiques, inébranlables, capables de résister à toutes les tempêtes. Il n'y a pas de destin brisé que l'amour sincère et la vérité ne puissent restaurer. Il suffit, souvent, de laisser le temps au temps et de garder le cœur suffisamment ouvert pour entendre la vérité, même quand elle fait mal. Si cette histoire de résilience, de justice émotionnelle et de seconde chance a fait écho en vous, si vous croyez vous aussi que les cicatrices peuvent devenir nos plus belles forces, prenez un instant pour aimer cette vidéo. Partagez-moi dans les commentaires vos propres expériences. Avez-vous déjà pardonné ce qui vous semblait impardonnable? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, et souvenez-vous toujours que la vérité finit immanquablement par trouver son chemin vers la lumière. À très bientôt.